Rebonjour. Donc, on parle toujours du module sur l'intelligence émotionnelle au travail. Et là, on va parler des bénéfices pour l'entreprise. Parce qu'on parle beaucoup des émotions et tout ça, mais l'entreprise, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle en retire? Donc, si vous posez la question, quels pourraient être les avantages d'avoir des collaborateurs et particulièrement des managers qui ont une intelligence émotionnelle relativement développée, ou je vais dire assumée. Donc, intelligence émotionnelle, on a vu les 5 composantes, dans le module précédent, qui étaient la confiance en soi, la maîtrise en soi, la motivation, l'empathie et les relations sociales. Donc, on va pas revenir sur les définitions, mais elles ont toutes un objectif particulier qui, consolidé, fait que je suis capable de reconnaître mes émotions, donc je suis capable d'identifier ce qui se trame en moi et donc l'action que je dois faire pour revenir à mon émotion de base qui est la joie, et donc d'adapter mon comportement et aussi celui des autres, afin que tous ensemble, on y aille vers un objectif commun. Voilà l'intelligence émotionnelle, ce que c'est. D'accord? Donc il ne suffit plus de dire tu dois faire ça, tu fais ça comme ça, comme ça. Ça, c'est, excusez-moi l'expression, c'est du management à la papille, ça ne fonctionne plus. C'est nécessaire des fois dans certaines configurations parce qu'il y a une urgence financière, il y a un collaborateur qui n'est pas autonome, pas compétent, et devant cette urgence, on est obligé d'être directif ou un peu plus ou semi-directif. Oui, mais c'est des cas particuliers, mais ça rentre toujours dans le cadre, je m'adapte. Alors, quels pourraient être les bénéfices pour l'entreprise d'avoir cette adaptation, cette personne qui sait, des collaborateurs qui savent gérer leurs émotions, qui savent adapter les comportements par rapport à une situation donnée. Alors, le premier, c'est, comme j'ai dit, c'est qu'on adapte les comportements par rapport à un objectif précis. Donc, l'objectif, il est commun. C'est-à-dire de dire, voilà, on est ensemble, on est une équipe, on est une entreprise, et on va dans cette direction. C'est aussi ce qui permet, donc cet objectif commun, outre de gérer cet aspect intelligence émotionnelle, mais c'est ce qui permet aussi de créer ce sentiment d'appartenance qui est très très fort et qui donne du sens au travail quotidien des collaborateurs. Ça permet aussi, alors vous allez avoir toute une liste un peu en vrac, mais ce qui permet aussi de mieux gérer son stress. Et quand je dis mieux gérer son stress, c'est des deux côtés. Le stress arrive, qu'est-ce que je fais? Alors ça peut être des exercices de respiration, ça peut être peut-être de la méditation à travers une application que je vous suggère qui est Petit Bambou. Donc vous avez 10 séances de méditation gratuites avant de passer à la version payante. Et puis l'autre opposé, c'est qu'est-ce qui me stresse? Comment ça se fait que quand j'ai une surcharge de travail, je stresse? Qu'est-ce que ça déclenche en moi? Qu'est-ce qui se joue pour moi? D'accord? Donc c'est le côté préventif ou le côté réactif. Ça permet aussi de gérer votre authenticité et l'authenticité en général et l'efficacité. Dans le travail, pour être performant, mais en règle générale dans la vie, quand on joue au Bonnie and Clyde, ça veut dire qu'on joue une composition, on est acteur. À un moment donné, on se prend toujours les pieds dans le tapis et ça sonne faux. D'accord? Donc ça permet de travailler l'authenticité, de travailler la confiance en soi et donc d'être capable de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Pour quelle raison des décisions éclairées? Parce que comme on sait ce qui se passe et comme on sait réguler et donc s'adapter et adapter le comportement à une
une situation précise, on est capable de prendre ce recul nécessaire qui nous permet de prendre des décisions éclairées. On sait très bien que plus on met dans l'émotionnel, plus les décisions seront, on va dire, sur le sceau de l'impulsivité, mais en aucun cas pertinente. Et puis ça permet aussi de régler les conflits avant qu'ils ne s'aggravent. Ça veut dire que si je sais gérer mon émotionnel et tout ce qui se passe, donc adapter mon comportement, de par ma réaction qui pourrait être épidermique, ça va éviter de mettre de l'huile sur le feu. Et donc quand on met en colère, qu'est-ce qui se passe? On dit, donc avec la cortisol, je vous rappelle, cette hormone qui est diffusée par le cerveau pour stimuler l'organisme contre ce danger, ça va me permettre d'éviter de dire des choses que je regretterai après, et dans les deux sens, bidirectionnel. Ça permet aussi donc de formuler des critiques de façon constructive. Alors une critique, elle n'est jamais perçue comme ça, mais constructive dans le sens critique non pas de la personne, mais de son travail. Ça ne veut pas dire, par exemple, t'es nul. Ça, c'est une critique, effectivement, qui va mettre de l'huile sur le feu. Et sous l'aspect émotionnel, on a envie de dire ça. Non, là, on va dire, en fait, ton travail ne correspond pas à ce que je t'ai demandé. Explique-moi les raisons. Donc, en fait, on va plus focaliser sur le travail que sur le collaborateur. Et ça permettra de mieux comprendre pour quelles raisons, par exemple, il n'a pas suivi le travail que je lui avais demandé. Est-ce que c'est un problème de capacité? Est-ce qu'il n'avait pas les compétences? Est-ce qu'il n'a pas reçu le matériel en temps et en heure? Donc ça me permettra, en ne jugeant pas la personne et en jugeant son travail et en essayant de comprendre comment je peux l'accompagner pour éviter que ça se reproduise, ça permettra de mieux comprendre ses collaborateurs. Et donc tout ça va favoriser une ambiance de collaboration. Si j'ai une personne, un manager qui est impulsif, comme on dit, qui est soupolé, j'ai pas envie de collaborer. Et surtout, j'ai pas envie de prendre des initiatives, donc d'être proactif, parce que je sais que si je me plante, je vais me faire défoncer ou ça va être la comédia dell'arte. Donc, pour tout ça, c'est que le fait d'être capable de réguler ça, ça va être une ambiance favorable et tout le monde aime travailler dans une ambiance qui est collaborative, dans laquelle on peut échanger et on n'a pas peur de, entre guillemets, de s'en prendre une. Donc, ça va développer la capacité de rebondir, l'esprit d'initiative, l'esprit d'adaptabilité, parce que justement, il n'y a pas cette crainte soit d'être jugé, soit d'être réprimandé, soit de vivre une situation émotionnelle qui est tout sauf agréable. Donc il y a des études qui montrent qu'il y a un lien très étroit entre l'intelligence émotionnelle et la performance des équipes. Comme je l'ai dit, on est dans une ère actuellement, une ère de service, donc ça veut dire relationnel avec les clients, proactivité avec les clients, apporter le petit plus. Et donc ça veut dire que cette performance, elle est associée au pôle émotionnel, donc le cerveau limbique. Et si le cerveau, le pôle émotionnel, perçoit les choses positivement, il va interpréter les changements ou les difficultés de façon beaucoup plus positive et donc il va faire les actions, il va être enclin à faire des actions qu'il n'aurait peut-être pas fait de lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est documenté, qui est sûr, et comme je l'ai dit, dans le sport de haut niveau, à l'intérieur d'un cadre managérial, parce que le but n'est pas d'être des bisounours, les entraîneurs, ce qu'on appelle gueulards directifs, sont en train de disparaître. Il y a aussi un fort lien entre la performance managériale à évaluer par ses subordonnés. On a envie de travailler non pas avec un agité du bocal, non pas avec quelqu'un qui laisse rien transparaître, on a envie de travailler avec quelqu'un qui est humain. Et c'est pour cette raison que on est dans une ère où
On ne veut plus tout un tas de niveaux hiérarchiques. On veut être capable d'échanger, on veut être capable de comprendre, on veut être capable de, ce qui va augmenter l'efficacité des leaders, j'aurais dû mettre, parce qu'il y a 3 types de leadership. Il y a le leadership de position, donc je suis le chef. Il y a le leadership lié à ma personnalité, je suis charismatique. Et il y a le leadership d'expertise, ça veut dire qu'on m'écoute parce que j'ai une expertise particulière et donc je sais entre guillemets de quoi je parle. Et ça permet d'aller ce qu'on appelle vers le leadership transformationnel. Alors c'est des mots, mais en gros ce que ça veut dire, c'est que on est dans un monde où il y a énormément de concurrence, il y a des changements qui sont majeurs, on l'a vu avec le Covid dernièrement, et même encore actuellement. Donc les entreprises sont obligées de s'adapter. Mais derrière l'entreprise, il y a des collaborateurs. Donc ça veut dire que tout ça a des conséquences sur la façon de travailler, sur la relation entre les collaborateurs, entre les services, avec les clients, avec les fournisseurs, avec l'environnement social et sociétal. Donc tout ça fait que si on ne veut pas se mettre dans une position de victime et embarquer tout le monde, on est obligé d'augmenter son niveau d'intelligence émotionnelle. Et enfin, c'est la petite cerise sur le gâteau, on est sûr maintenant que ceux qui ont un poste et un salaire, parce qu'on va dire que c'est leur critère élevé, ils ont, dans les tests d'intelligence émotionnelle, ils sont supérieurs à la moyenne. Et donc, en fait, ces études-là montrent que 60% des dirigeants de grandes sociétés, alors des dirigeants, ils vont jusqu'à M-3, et sociétés du CAC 40, et sociétés, je crois que c'est l'Euronext et sociétés du CAC 40, 60% de ces gens-là ont une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne. Et ils ont réussi, enfin en tout cas ils ont accédé à ces postes-là, non pas pour leurs compétences métiers, mais pour leurs compétences relationnelles, pour leur intelligence relationnelle. Comme je vous l'ai dit en préambule, l'intelligence collective, l'intelligence métier, l'intelligence rationnelle, elle s'acquiert, elle se travaille. L'intelligence émotionnelle aussi, elle se travaille. Mais c'est beaucoup plus difficile parce que ça touche notre personnalité, ça touche des émotions. Et beaucoup de personnes ont du mal avec le côté émotionnel de l'exprimer. Ben non, mais je peux pas être triste, non, c'est pas bien. Donc en fait, ils s'autocensurent ou alors ils sont exubérants, mais en tout cas, ils n'ont pas le bon curseur. Donc tout ça fait que c'est super méga important qu'une entreprise puisse être capable de développer l'intelligence émotionnelle de son équipe et de l'ensemble de ses collaborateurs à travers de la formation comme c'est fait actuellement, mais aussi, on le verra après dans les mots et les solutions, du coaching pour répondre à des besoins plutôt spécifiques, des croyances, des peurs qui empêchent en fait d'enclencher tout ceci. Alors, je vais donner quelques exemples pour illustrer tout ça au sein d'une entreprise. Alors, le premier exemple, c'est, voilà, vous avez peur d'accepter un nouveau poste et donc vous vous préparez à décliner la proposition. Alors, pourquoi vous avez peur? Parce que vous pensez que vous ne serez pas capable, que waouh, ça me fait beaucoup d'heures, que je ne sais pas si j'ai les compétences, que peut-être que vous avez... Donc, en fait, vous avez tout un tas de raisons que vous projetez, que vous imaginez pour ne pas accepter et donc stimuler cette peur. Alors, il faut savoir que dans les peurs, il y a à peu près 2% ou à 3% des peurs qui sont réellement effectives. Tout le reste, c'est de la fabulation de notre cerveau, toujours pour nous protéger, mais c'est de la fabulation. Donc, quand on a une peur, donc ça veut dire qu'il y a un danger. D'accord? Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui me fait peur dans cette prise de poste? Donc soit c'est en termes de conséquences, mais en gros c'est un danger qui se traduit par un besoin d'être rassuré et d'être protégé.
Donc une fois que vous admettez que ouais, j'ai peur parce que je ne sais pas si j'aurai le support, je ne sais pas si j'aurai les compétences, je ne sais pas si... Enfin voilà. Et donc tant que vous resterez dans le doute, cette peur, elle ne va pas s'estomper parce que votre cerveau, il va dire, écoute, tu m'as pas rassuré là, tu m'as pas protégé. Donc si vous avez une intelligence émotionnelle, on va dire digne de ce nom, eh ben vous allez oser parler à votre manager en disant, ah peut-être que j'ai besoin de formation, peut-être que j'ai besoin d'un accompagnement particulier qui me permettrait de... Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire, c'est de reconnaître quelque chose et d'en faire quelque chose. D'accord ? Deuxième exemple, vous avez un collaborateur qui part en colère. Et donc, en gros, c'est que si vous faites preuve d'écoute active, vous allez être capable donc de répondre aux besoins. Généralement, quand on a une personne qui est en colère, c'est jamais le bon moment pour nous. Et soit on apporte du jugement en disant non mais t'énerve pas, non mais ça vaut pas le coup. Émotion, empathie, hein, dans les composantes 0. D'accord ? En tout cas, 0 dans le sens où ça n'apporte pas une solution et ça ne va pas aider le collaborateur. Donc, l'idée de ça, c'est que en développant votre intelligence émotionnelle, vous seriez plus à même de comprendre ce qui se joue pour lui. Par exemple, une personne qui va exploser parce que elle a reçu un mail qu'elle interprète mal. C'est pas sur le mail qu'il faut focaliser. C'est qu'est-ce que ce mail représente pour elle. Est-ce qu'il y a eu un historique ? Voilà, essayez de comprendre ce qui se joue pour elle pour, tout comme vous, être capable d'apporter une solution adaptée par rapport à un environnement, par rapport à une problématique, par rapport à un objectif à répondre. Donc vous voyez que cette intelligence émotionnelle, elle est super méga importante pour la compétitivité des entreprises, pour le travail en équipe, pour la performance, pour le bien-être et l'épanouissement des collaborateurs au travail. Donc nous allons aborder le dernier module dans la vidéo suivante sur les mots de l'intelligence émotionnelle et les solutions que l'on pourrait apporter. Allez, à tout de suite!